J'ai travaillé aussi dans la banlieue. Alors ça, c'est une chose intéressante, très différente de ce que j'ai pu faire chez les Orokaïva. Et c'est un boulot que j'ai fait aussi depuis autant de temps, 40 ans, que je travaille en banlieue. Donc je travaille à Cergy-Pontoise, dans la banlieue nord de Paris, spécifiquement avec les jeunes en difficulté, ce qu'on appelle les jeunes en difficulté, c'est-à-dire des jeunes qui ne marchent pas bien à l'école, qui ont des problèmes avec la police, qui fument ce qui est désormais autorisé au Québec, c'est-à-dire de l'herbe, ou qui la vendent. Avant, ils volaient les voitures, maintenant, ça ne se fait plus trop. Je me rappelle d'un temps encore où on volait les autoradios. C'était un temps, c'est avant la seconde ère glaciaire. Donc, alors, je dis ce travail est très différent parce que c'est un travail. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à publier à propos de ce travail parce que je n'avais pas confiance. J'ai fait des enquêtes. J'ai fait plusieurs enquêtes avec ces jeunes. Et puis après, j'ai travaillé, et je continue à travailler à l'heure actuelle, avec des éducateurs qui s'occupent de ces jeunes dans le cadre d'une association, mais c'est en milieu ouvert, c'est-à-dire que c'est de la prévention, ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mandat du juge ou quoi que ce soit. Les jeunes viennent, ils disent ouais, j'ai un problème, je voudrais, je sais pas moi, j'ai perdu mon passeport, je voudrais remplir la demande, mais je sais pas trop comment faire, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, donc il y a des éducateurs qui s'occupent de ça. L'histoire du passeport, c'est souvent qu'une entrée en matière. Hein. C'est des jeunes qui ont des difficultés. Si c'est juste le passeport, ils n'ont pas besoin de nous en général. Mais en général, ils viennent avec ce genre de demande parce qu'ils ont une autre demande derrière. Je voudrais me déménager de chez moi, mais j'y arrive pas. Ou je voudrais trouver un travail, mais j'y arrive pas non plus. Je voudrais faire une formation parce que j'ai aucune formation, etc. Je sais pas lire et écrire. Enfin bref, il y a des demandes qui peuvent être assez. Je m'entends mal avec ma mère. Enfin, bon. Et donc, je travaille avec ces éducateurs. À la fois, je leur donne un coup de main sur les situations concrètes. Et puis, moi, ça me permet d'être en contact avec les jeunes, de parler avec eux, de continuer mes enquêtes, mais d'une manière un peu moins. Vu mon âge maintenant, c'est très difficile. Et quand j'étais jeune, je traînais avec tout le monde. J'avais une moto. J'ai toujours une moto, mais maintenant, ils veulent plus traîner avec moi. Voilà. Donc, c'est difficile. Je peux pas sortir en boîte avec les jeunes. À mon âge, c'est quand même très limite. Donc, j'étais obligé de transformer mes méthodes de travail pour pouvoir rester en contact avec les jeunes. Ce qui est très différent, c'est que chez les Orokaïva, le village, il est grand comme 4 fois mon appartement, hein, ou 5 fois moins. Il y a 100 personnes ou 120 personnes. Je connais tout le monde mieux que mes meilleurs amis. Beaucoup mieux que mes meilleurs amis. Parce que mes meilleurs amis, je les vois, on va au restaurant, on va au cinéma, etc. Mais je les vois dans des conditions où ils sont bien. Hein, ils ne vont pas sortir au cinéma avec moi s'ils ne sont pas bien. Les Orokaïva, je les vois tout le temps. Chez les Orokaïva, on ne vit pas dans la maison. On vit à l'extérieur. Si tu montes dans ta maison et tu passes trop de temps, c'est suspect. Ça veut dire que tu fais de la sorcellerie. Tu as là-bas tes trucs et tu veux tuer quelqu'un. Donc tu n'as pas intérêt à monter dans ta maison le moins possible. Et donc tout le monde est dehors, sur le sol. Je disais, chez les Orokaïva, tout le monde est dehors, tout le temps. On connaît les gens parfaitement. Les maisons sont côte à côte. Elles ont des murs, pratiquement, il n'y a pas de murs, c'est juste des espèces de cloisons. Donc un type qui s'engueule avec sa femme, on sait exactement ce qu'ils se disent. Il n'y a pas de moment où on ne sait pas ce qui se passe et on sait exactement. C'est d'ailleurs extrêmement difficile pour les gens
qui sont venus avec moi passer du temps chez les Iroquois parce qu'il y a une absence d'intimité totale. D'abord, on n'est jamais tout seul. Hein, on ne peut pas aller tout seul. On va faire pipi, quelqu'un va avec toi. Un jour, il y avait une fête. Juste pour dire comment c'est. Un jour, il y avait une fête et ça durait longtemps. Donc, j'ai tout noté, etc. Et puis, à un moment, j'en pouvais plus. Je suis allé m'asseoir sur l'escalier de ma maison et j'ai fumé une cigarette. À l'époque, je fumais. Et il y a quelqu'un qui est arrivé en courant, qui s'est installé à côté de moi et qui m'a dit « Je t'ai vu tout seul, ça m'a fait de la peine, alors je suis venu. » Ah, c'est comme ça. Donc, même quand j'y vais tout seul, on me dit bah, « Tiens, un tel va dormir avec toi. » Je dis « Mais non, ça va. Non, tu peux pas rester tout seul. » C'est presque... On risque d'être attaqué quand on est tout seul. On ne peut pas être tout seul. Donc, quand on est chez les Iroquois, on connaît tout des gens, on connaît tout des situations des uns et des autres, et de ce qui se passe, et de ce qui va se passer, et de ce qui se passe. Dans la banlieue, c'est pas du tout le cas. Même quand j'étais jeune et que je traînais avec les jeunes, ils avaient leur vie particulière, indépendamment de moi. J'étais pas tout le temps avec eux, j'étais par moments avec eux, on se téléphonait, on prenait un verre, on sortait quelque part, on faisait des choses, mais je passais pas ma vie avec eux. Et a fortiori, quand je suis devenu plus vieux, et je connais tous les jeunes me racontent leur histoire, mais je ne traîne pas avec eux, et je ne connais pas forcément leur père, leur mère, leurs cousins, etc. Et puis quand ils s'en vont, ils déménagent, et c'est fini, au revoir. Donc la connaissance que l'on a d'un terrain urbain n'est pas du tout de la même nature que celle qu'on a des Orokaïva. Les Orokaïva, on connaît tout le monde parfaitement. Je peux dire chacun sa généalogie, qui est le cousin de qui, etc. C'est pas énormément de gens, hein. Et puis c'est une question c'est une habitude. Hein. Quand on nomme les gens par des termes de parenté, c'est une sorte de mécanique. Hein. C'est pas très compliqué, mais faut prendre la mécanique. En situation urbaine, c'est évidemment pas le cas. Hein, c'est évidemment pas le cas. Donc, le terrain est de nature très différente. On n'a que des petites fenêtres sur la vie des gens. Des toutes petites fenêtres. Au cours desquelles ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein, parce qu'après tout, on ne va pas vérifier si le mec il me dit je me suis engueulé avec ma copine, je ne vais pas vérifier si c'est vrai. Je le prends comme vrai. Hein. Par contre, chez les Orokaïva, le mec qui me dit je me suis engueulé avec ma copine, et je le vois le lendemain avec la copine, je lui dis non mais tu m'as dit pourquoi tu m'as dit ça. Et là, il y a une conversation qui... Ah oui, mais hier, je pensais que... Bon, là, il y a de la matière qui monte. L'autre, il me dit, je me suis engueulé avec ma copine. Sauf si j'ai un pot extraordinaire de tomber juste sur eux dans le métro le lendemain, ce qui est quand même une chance sur 1 million, ça s'arrête là. On est obligé de prendre ce que disent les gens pour argent comptant. Et il n'y a que des moments particuliers où on vérifie. Par exemple, on rencontre un de ses copains et on lui dit mais il m'a dit ça et ça. Oh non, mais ça c'est des histoires, c'est pas vrai, etc. Donc il y a quand même des moyens de recouper les choses, mais c'est beaucoup plus lent. Et j'ai mis beaucoup d'années à avoir le courage de publier des choses sur la banlieue parce que justement, je trouvais que le matériel que j'avais était extrêmement lacunaire par rapport au matériel Orokaïva. Et ça me faisait un peu peur de me fonder sur des choses aussi fragmentées. J'avais beaucoup de choses, hein, j'ai beaucoup de choses, parce que c'est 40 ans de travail dans la banlieue, ça commence à faire. Mais c'est très fragmenté. C'est jamais une histoire continue, en quelque sorte. Donc la nature des choses la nature des données qu'on recueille sont différentes. Mais finalement, je me suis permis de faire ça parce que j'ai considéré que, ayant travaillé pendant de longues années en banlieue,
la longueur du travail, historique, je veux dire là, compense la faiblesse du matériel lui-même. C'est une autre cohérence qui se dégage. Ce n'est pas une cohérence de la même nature que celle chez les Orokaïva. C'est une cohérence plutôt liée à la signification de la banlieue dans l'histoire en général, dans l'histoire contemporaine. Alors, pour faire bref, d'une certaine manière, j'ai presque commencé le travail en banlieue parce que j'étais intrigué par le fait que on disait que les jeunes avaient des rituels. À l'époque, quand j'étais jeune, c'était des voyous. Hein, les mecs, ils avaient des peignes, ils se peignaient comme ça, en arrière. Ils avaient des blousons en cuir, des petites mobylettes, etc. Et on disait qu'ils avaient des rituels. C'était l'équivalent des gangs, hein, en anglais. West Side Story, des rituels, des bagarres rituelles, des chefs. Ça ressemblait à des tribus. Alors les gens disaient, ouais, ben c'est comme des sauvages, ces mecs-là, etc. Alors il y a un imaginaire de la sauvagerie qui est projeté sur ces gens-là. Évidemment, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de rituel et que ça n'a rien à voir avec la question rituelle, ce qu'ils font. Par contre, maintenant, j'ai une idée un petit peu différente. J'ai l'idée qu'il y a un certain nombre, et qu'il y a du rituel, mais le rituel, il prend une autre forme, une forme assez surprenante. Globalement, je considère que la banlieue, c'est, par exemple, comme le purgatoire dans l'histoire de Dante, hein, dans l'enfer de Dante et dans la mythologie chrétienne. Il y a une partie qui est le purgatoire. Et le purgatoire, c'est des gens qui ne sont pas nickel de chez nickel, mais ils doivent aller au purgatoire pour, comment on dit, ils ont fait des péchés et ils doivent expier leurs péchés. Et après, on leur donne le droit de monter au paradis. Et puis, s'ils sont vraiment vilains, ils vont aller au contraire en bas. En enfer. Donc c'est une sorte de garde de triage, le purgatoire. Hein. C'est un truc qui fait soit on monte, soit on descend. Et je considère que la banlieue, c'est une sorte de purgatoire. C'est-à-dire, voilà un endroit où on accueille traditionnellement en France, depuis le XVIe siècle au moins. Il y a un endroit qui est les faubourgs. Avant on appelait ça les faubourgs, hein. Maintenant c'est la banlieue. Mais voilà un endroit où on prend les gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas toujours des étrangers, hein, parce qu'au XVIe siècle, c'est des gens qui viennent de Savoie, de je ne sais pas quoi, qu'on appelait les étrangers. Ou le mec qui vient du village d'à côté, qu'on appelait les étrangers. Mais on mettait tous ces gens dans des faubourgs. Maintenant, on les met dans des banlieues. Dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir de les transformer dans quelque chose d'autre. Hein? Ceux qui seront transformés, ils monteront, et ceux qui ne seront pas transformés, ben, ils vont descendre. Alors, transformés en quoi? Ben, l'hypothèse est ici, encore une fois, d'une certaine manière, je suis Dumont. C'est des gens qui viennent de sociétés aujourd'hui. Hein, je prends les gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique noire. C'est des gens qui viennent de sociétés, disons, en tout cas que nous imaginons assez holistes. Hein. Il y a la parenté, il y a les clans, il y a la religion, il y a les tribus, il y a les rituels. Hein. Donc on les imagine comme ça. Je ne sais pas si elles sont comme ça, hein, peu importe. Mais ils viennent là comme ça. Et on veut les transformer en quoi? En individus. Donc en français. Hein. Français noir, mais français quand même. Et donc, on a, dans la banlieue, on a des systèmes pour transformer ces gens. Alors, c'est d'autant plus vrai ce que je raconte que tous les étrangers ne vont pas en banlieue. Tu vois? Par exemple, les Juifs.
Ils ne vont pas en banlieue parce que c'est déjà des individus. Ils n'ont pas besoin d'aller en banlieue. Les Chinois, ce n'est pas vraiment des individus, mais ils acceptent de vivre comme des individus. Ils font du commerce et c'est tout ce qu'on sait d'eux. Peut-être qu'entre eux, ils ne sont pas des individus, mais on s'en fiche. En fait, les Chinois, c'est des individus, quoi. Hein, les Européens de l'Est, on ne les met pas en banlieue. Hein, ils passent par d'autres circuits. Qu'est-ce qu'on met en banlieue? C'est tous les autres qui viennent de sociétés plus holistes. Hein, on s'imagine le gars avec ses plumes, son pagne, etc. Hein, et on le met là et on veut le transformer en individu. Comment les Français parlent des jeunes Français qui sont maintenant dans les banlieues? On dit ils sont communautaristes. Hein, je ne sais pas si vous utilisez ce mot. Communautariste, ça veut dire holiste. Ça veut dire on accorde de l'importance à la parenté. On ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas un individu, on n'est pas libre. On est pris dans les réseaux de parenté, on est pris dans les réseaux de machin, dans la religion, dans je ne sais pas quoi. On est communautariste. On s'intéresse à une communauté particulière, hein, plutôt qu'être un individu et prendre ses propres décisions. Les lepénistes aussi, c'est des communautaristes, mais ceux-là, ils sont français, c'est un autre problème. Mais donc, de quoi s'agit-il? On envoie les gens. Et comment on fait pour envoyer les gens? Alors, en fait, qu'est-ce que je dis par là? En disant ça, je vous ai expliqué très simplement le schéma. En disant ça, je dis simplement que la banlieue, c'est un rituel d'initiation. Il y a une entrée. Hein. Les gens, il faut qu'ils se déshabillent, il faut qu'ils changent de vêtements, il ne faut plus qu'ils soient ce qu'ils étaient. Hein, c'est la mort rituelle, hein. L'initiation c'est comme ça. Il y a une liminalité, c'est-à-dire un moment où on est entre les deux, et puis quand on ressort, c'est Monsieur Dupont, c'est le mec bien intégré. Hein, il a beau être black ou rebeu ou tout ce qu'on veut, mais il est super bien intégré, tout le monde l'aime bien, c'est un Français, sauf qu'il est un peu pas tout à fait de la même couleur. Hein, c'est ça l'idée. Donc il y a une cérémonie d'initiation, on change le statut des gens. Comment on fait pour faire ça? D'abord, on le fait parce qu'on a un système des droits. Hein, on attribue des droits aux gens. Alors, le premier droit, le plus important, celui avec lequel on va les mettre en banlieue, c'est qu'ils ont droit à un logement social. Or, où se trouve ce logement social? Il se trouve en banlieue. Donc, et les émigrés sont tout à fait d'accord, hein, on leur donne un logement social, ils sont super contents. Et puis c'est beau, hein, c'est pas dégueu du tout. Hein, aujourd'hui, les HLM sont vachement beaux, hein, c'est plus que c'était dans le passé. Donc, voilà, donc on donne aux gens un logement social et d'autres prestations, et on s'assure, quoi, qu'on va les mettre dans l'enclos où va se produire l'initiation, donc la transformation. Alors, évidemment, dans les sociétés primitives, pour transformer les enfants en autre chose, on demande aux ancêtres de nous aider, on fait venir les divinités, etc., etc. Là, les Français, c'est très difficile parce que, tu vois, comme on est agnostique à fond la caisse. Donc, comment on va faire? Eh bien, la manière de faire ça, ça va être de rompre les relations entre les parents et les enfants. C'est la seule chose qu'il faut faire. Comment on va le faire? Premièrement, on casse les familles. Dans le système des HLM, des logements sociaux en France, il y a une idée que tout le monde a. Qu'on soit de droite, de gauche, lepéniste, etc., il faut éviter qu'il y ait des ghettos. On est d'accord avec ça. Pas bien le ghetto. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser les familles. S'il y a deux frères, par exemple, qui viennent, je ne sais pas moi, du Mali, on va en mettre un à Montreuil
et un dans le, je ne sais pas où, à Créteil. Comme ça, il n'y a pas de ghetto. Si tu mets tous les Noirs ensemble qui viennent du même endroit, ils vont faire quoi? Ils vont être communautaristes, n'est-ce pas? Ils vont reformer une communauté. Hein, c'est forcé. Donc, pour pas que ça arrive, on va les répandre partout, le plus loin possible. Et c'est vachement bien la France parce que c'est très difficile d'aller d'une banlieue à une autre. Tu vois? Parce que tu peux passer par Paris, ça tu vas de Cergy à Paris, ça va. Après, de Cergy à Montreuil, ça va. Mais si tu veux aller de Cergy à Montreuil, c'est impossible, il n'y a pas de transport. Donc c'est juste impossible d'aller d'une banlieue à une autre. C'est pas juste... Enfin si, on peut, mais ça dure... On peut y aller que pendant les vacances. On va chez le tonton, mais on va pour les vacances, parce que ça prend 4 heures d'y aller. Donc on casse d'abord la grande famille. Ça va beaucoup plus loin, parce que... dans les HLM, on fait ce qu'on appelle la décohabitation. Alors ça, c'est quand tu as un mariage polygame, tu vois, on décohabite les femmes, parce qu'on trouve que c'est injuste que les femmes habitent ensemble avec un mec qui a un gros cochon, etc. Il y a 2 femmes, c'est dégueulasse. Donc on les décohabite, on leur file 2 appartements. Alors, moi je connais des femmes, mais on leur donne des appartements très loin, les unes des autres. Parce que si on les met à côté... C'est assez logique. Moi, je suis un mec de gauche, je suis un mec bien, tu vois. Mais si je mets les 2 mecs à côté, si je mets les 2 femmes à côté, elles vont se retrouver ensemble, tu vois. Donc, j'ai rien fait. Et ils vont louer l'appartement, tu sais comment ils sont, ces gens-là. Ils vont louer à l'appartement un sous-locataire, tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils vont se retrouver ensemble. Donc, je mets les 2 femmes très loin les unes des autres. Moi, je connais un cas où ça s'est passé comme ça, je connais assez bien. Les filles, elles ne s'aimaient pas au début. Elles étaient ensemble, elles s'engueulaient, parce que quand on habite ensemble à 10 dans un appartement, elles avaient chacune 4 enfants, ouais, et puis l'aîné donnait des ordres à la cadette, donc enfin, non, c'était un peu tendu. Donc quand on leur a dit qu'on allait les cohabiter, elles étaient très contentes. Donc elles ont pris chacune leur appartement, puis après elles se sont rendues compte de quoi? Elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus rien faire. Parce que quand tu as 3 enfants, tu ne peux pas sortir jusqu'au coin de la rue. Quand tu as une coépouse, tu gardes les enfants et tu t'en vas, et moi je les garderai l'après-midi. Tu vois? Mais quand tu es fauché, si tu as de l'argent pour payer une babysitter, ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand tu es fauché et tu es toute seule, tu ne peux même pas aller acheter un pain. Tu vois? Donc, les nanas, elles étaient complètement paniquées parce qu'elles ne pouvaient plus rien faire. Tu vois, c'était juste impossible. Des cohabitations entre les coépouses, des cohabitations entre les parents et les enfants. Parce qu'on dit, bah non, bah, les enfants, ils vivent avec les parents, c'est pas normal. L'autre, il a 35 ans, il est déjà marié, il a lui-même 2 enfants, il faut lui filer un HLM. Donc on décohabite les parents et les enfants. Alors ça, c'est très bien, sauf qu'on les met vachement loin et qu'on leur fait payer un loyer à chacun. Alors qu'avant, ils n'avaient qu'un seul loyer, tu vois. Donc, c'est des gens qui n'ont pas des revenus énormes. Ils contribuaient tous à faire, tu vois, avec les parents, ils donnaient un peu d'argent et puis ils font contribuer le truc. Mais quand tu les sépares, chacun doit payer son loyer. Donc, c'est plus du tout la même situation, tu vois. Bon, je ne suis pas là pour faire la critique des HLM, parce que je pense que ça marche vachement bien. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette idée qu'il ne faut pas créer des ghettos traversent toutes les opinions politiques. Les mecs d'extrême droite, ils disent qu'il ne faut pas créer des ghettos parce que c'est dégueulasse, c'est un contre-pouvoir, ils vont nous imposer leur société, etc. Les mecs de gauche, ils disent oui, il ne faut pas créer des ghettos parce que c'est pas bien, et puis aussi parce que ça radicalise les gens de droite, parce qu'il y a trop de noirs, hein, le seuil etc. Il y a trop de noirs, donc il ne faut pas créer des ghettos. Donc tout le monde est d'accord, de la droite jusqu'à la gauche, tout le monde est d'accord avec cette histoire que les ghettos, c'est le diable, et qu'il ne faut pas les créer. Mais ça veut dire qu'il faut casser les familles. De la même manière, on casse les familles... on casse les familles l'école en faisant des demandes aux parents qui ne peuvent pas y répondre.
L'école, par exemple, l'enfant ne travaille pas très bien, par exemple, l'école fait une demande aux parents de venir, etc. L'autre, il parle ni français, ni rien du tout. Les parents ne viennent pas. Les parents qui sont émigrés, qui ne parlent pas très bien le français, se tiennent à l'écart de tout ça. Donc on crée une relation où l'enfant a une vie qui est complètement séparée de celle de leurs parents. C'est la vie à l'école, etc., dont leurs parents ne savent rien. Donc les enfants commencent à avoir une vie entièrement séparée et une rupture entre les parents et les enfants. C'est très intéressant parce que quand on dit les émigrés, ils sont violents, ils sont ci, on ne parle jamais des parents. Ils volent des voitures, ils vendent de la drogue. C'est jamais les parents qui vendent de la drogue. Le vieux rebeu, le vieux Algérien qui arrive en France pour travailler chez Renault, il ne vend pas de la drogue. Il travaille chez Renault. On sait très bien. Qu'est-ce qui vend de la drogue? C'est ses enfants. N'est-ce pas? Ces enfants qui sont français, parce qu'ils sont nés sur le territoire français, ils sont français, comme vous et moi. Donc, les immigrants eux-mêmes, il n'y a jamais de problème avec les immigrants. S'il y a des problèmes, c'est entre eux. Ils peuvent se taper entre eux pour une raison de mariage, de je ne sais pas quoi. Mais ils ne gênent pas les gens autour. Les gens dont on dit les immigrants font des problèmes, ils créent de l'insécurité, c'est jamais les immigrants eux-mêmes, c'est les enfants des immigrants. C'est cela qui crée de l'insécurité. Donc, on n'essaye pas de transformer les immigrants originaux. Personne n'a l'idée qu'un mec qui arrive ici à 40 ans pour chercher du travail dans l'industrie, il faut le transformer en français. Non, c'est une mission impossible de transformer un mec comme ça en français. On le laisse être ce qu'il est, et puis après il meurt, et on l'enterre, et puis c'est terminé. Éventuellement, on est même content s'il repart à sa retraite de là où il venait. C'est ça le plan. Le plan, ce serait ça. Mais en fait, concrètement, c'est pas comme ça parce qu'il a des enfants et qu'il ne veut pas laisser ses enfants, donc il reste ici. Mais les gens dont on dit qu'ils sont problématiques, c'est les enfants de ces gens-là. Et ces enfants, ils ont un tas de particularités en France, dont le fait qu'ils ne parlent pas la langue de leurs parents. Donc ils ont été séparés de leurs parents complètement pour les transformer vraiment en des individus. Donc c'est le principe du rituel d'initiation. Hein. Alors après, il y a d'autres manières de les transformer, parce qu'on ne les laisse pas non plus acquérir des relations avec les Français. Alors, il y a des choses très importantes, c'est qu'en banlieue, par exemple, à l'école, les professeurs ont une prime à chaque fois, à l'école et au lycée, les professeurs ont une prime à chaque fois qu'ils changent de lycée, en banlieue. Donc, les gens changent tous les 2 ans pour avoir une prime. C'est souvent des gens qui sont en début de carrière, hein, des jeunes qu'on met dans des banlieues difficiles. Donc au bout de 2 ans, ils changent pour avoir une prime. Hein, et après, ils changent encore 2 ans. Donc ce qui fait que les enfants n'ont jamais de relation stable avec des instituteurs, par exemple. Comme vous le savez aussi, dans les banlieues, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de café, surtout maintenant qu'ils sont tous musulmans et qu'ils ne veulent pas boire. C'est quand même un peu grave en France, habiter en France et ne pas boire, c'est quand même... Et donc les gens n'ont pas de relation. Il n'y a pas d'autres relations qui viennent remplacer la relation avec les parents. C'est juste une sorte d'isolement relationnel qui est fabriqué. Et quand ils reprennent les relations, ils les reprennent soit sous la forme d'une formation, tu vois, ils vont à l'école, ils ont un job, et là, ils sortent par l'idée de la... Ils ont un job, ils vont vivre ailleurs, ils s'installent ailleurs, ils ont leur job, etc. Ils sont individualistes, quoi. Ils ne s'occupent plus que de leur gueule. Ils n'envoient plus de l'argent à leurs ancêtres au Maroc ou je ne sais pas où, ou au Mali. C'est fini, ça, hein, à cette génération-là. Soit ils se marient et sortent par le biais de l'amour individuel, etc. Donc on a transformé, ce qui est marrant dans cette situation, c'est que le rituel n'est pas là où on pense. Le rituel, ce n'est pas les jeunes qui le font. C'est que la banlieue est elle-même une opération rituelle qui est un rite de passage, entrée, hein, liminalité,
la période pendant laquelle on est vraiment transformé, où le système social est différent, et c'est ce qui se passe, est sorti. Et à l'encontre de cette privation relationnelle, qu'est-ce que font les enfants? Ben, ils font au contraire, ils poussent dans l'autre sens. Comment ils poussent dans l'autre sens? Par exemple, chez les jeunes, ils s'appellent frères. Tout le monde s'appelle frère. Un black va appeler frère un rebeu, etc. Frère. Toutes les 10 minutes, ils parlent de frère. Toutes les 10 minutes. Avec les plus âgés, ils disent la famille. Par exemple, quand ils viennent me voir, ils disent « Salut la famille ». La famille, ça veut dire qu'ils te connaissent, tu vois. donc, voilà la famille. Comment ils font aussi pour créer de la relation? Eh bien, ils vont à la mosquée. La mosquée, c'est une communauté dont la relation, et cette relation, c'est justement une relation horizontale. Ça n'a pas à voir avec leurs parents, parce que souvent, leurs parents, ils ne vont pas à la mosquée. Ce qui est frappant, c'est que dans cette nouvelle génération qui va à la mosquée, ils disent tous « Ouais, mes parents, c'est pas des bons croyants, ils y vont jamais, etc. etc. » Hein? Donc, mais eux se retrouvent dans une communauté qui traverse les ethnies. Il peut y avoir un Marocain avec un Algérien, avec un Malien, avec je sais pas quoi. Ça traverse. Et là, il y a de la relation. On refabrique, on retisse de la relation à l'inverse. Et c'est justement la relation que les Français n'aiment pas. C'est le communautarisme. Hein? Les gars, ils veulent juste avoir des relations normales avec leurs voisins, avec enfin, voilà quoi. Des choses relativement simples. Mais ça, dans le cadre de l'individualisme, c'est pas bon. Et voilà donc le travail que je fais en banlieue. Évidemment, ça va plus loin que ça. Évidemment, je tiens compte de la violence, d'un certain nombre de choses, mais c'est évidemment, il faut me lire pour regarder tout ça, parce qu'on ne peut pas résumer toute une vie en quelques minutes.